Nous sommes en radio-télévision La Vérité qui libère, qui dit la vérité, dit aussi la sensibilisation. L'émission Opinion d'aujourd'hui, que j'ai le privilège de présenter, se focalise sur la question brillante de l'Est de la République. Au regard des différentes communications, cela montre que l'épingle est ouverte, c'est-à-dire les relations ne sont pas turbo fixes. L'heure est venue pour alerter et sensibiliser la population congolaise qui doit se prendre en charge. Et j'ai pour cible aujourd'hui M. Abraham Ngandou, cadre de l'UDPS Tshisekedi, que je dis bienvenue. Bienvenue madame, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Abraham Ngandou, président de la Cible des anciens combattants dans la section Kassaobo, Fédération de la FONA. Comment allez-vous? Je me porte bien, merci. Tout va bien, j'espère. Oui, tout va bien. Voilà, j'étais disante à mon annonce que la question se focalise, nous focalisons sur la question brillante sécuritaire à l'est de la République qui préoccupe tout le monde et c'est un problème de tout Congolais. Comment pouvez-vous réagir par rapport aux sanctions américaines sur les autorités rwandaises? Merci madame une fois de plus pour m'avoir accordé la parole. Les sanctions américaines contre les autorités rwandaises, vous savez que c'est une bataille que nous avons gagnée. Une bataille et une victoire qu'il faut mettre sur le compte du chef de l'État et sur l'ensemble de tous ces Congolais qui se sont mobilisés à travers le pays, à travers le monde, pour dénoncer cette agression injuste contre la République démocratique du Congo. Alors, nous avons demandé, nous avons réclamé ces sanctions pendant plusieurs années pour que les responsables de ces actes répondent à leurs actes, qu'ils soient désignés, les Rwandais, comme étant le responsable de ces massacres qui sont perpétrés injustement contre le peuple congolais. Alors, une fois de plus, la voix congolaise a été entendue. C'est la raison de ces sanctions contre quelques personnalités politiques rwandaises. Ok. Alors, comment pouvez-vous réagir à ces jours face à la pression de la Belgique sur le Rwanda? La pression de la Belgique sur le Rwanda, vous savez que ce n'est pas quelque chose de hasard. C'est un travail d'une longue haleine qui a été mené par son Excellence, Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi, par la diplomatie congolaise, pour faire comprendre au monde que ce qui se passe au Congo, il s'agit d'une épiration d'un peuple, il s'agit d'un génocide qui est perpétré par un pays voisin. Alors, la Belgique en tant que notre partenaire, au nom de nos relations bilatérales entre les deux pays, nous avons plusieurs fois plaidé auprès de la Belgique pour que cette cause juste soit portée au sein de l'Union européenne pour que les sanctions éventuelles soient décrétées contre les autorités rwandaises. Et voilà pourquoi aujourd'hui, vous pouvez les remarquer même au Parlement européen comme au Parlement belge, le ministre belge des Affaires étrangères porte si haut cette voix congolaise pour défendre ce qui est juste. Ce qui est juste. Et pensez-vous que la France pourra lâcher le Rwanda pour 7 ans? Bon, en fait, vous savez, la diplomatie ou les intérêts au niveau international, c'est quelque chose pour laquelle il n'y a pas d'amis, il n'y a que les intérêts. Mais est-il que, vous savez, quand il y a un système qui a été déjà pérennisé, qui a un mensonge de la part du Rwanda, qui a été propagé à travers le monde pour faire comprendre au monde que non, ce qui se passe au Congo, c'est une guerre entre les Congolais qui n'a rien à voir avec le Rwanda. Et changer la position des partenaires, parce qu'il faut quand même le rappeler que c'est depuis 1994, juste après les génocides rwandais, que la France a lié des partenariats avec le Rwanda. Vous avez vu même la secrétaire actuelle de la francophonie, elle est de nationalité rwandaise. Mais il se pose maintenant un problème, c'est au niveau de, je crois, c'est l'intervention rwandaise au Mozambique. Vous avez plus de 2000 quelques militaires rwandais qui sont au Mozambique pour protéger les intérêts français. Les intérêts français, je vois la firme française qui est Total, qui est au Mozambique. Donc, au nom de cela, on peut comprendre en quelque sorte cette réticence de la part de la France. Mais est-il que
la pression au niveau international, au niveau de notre diplomatie, est tellement forte au point que la France finira par céder à la pression. Donc nous pouvons espérer dans ça. Nous pouvons espérer, pas seulement espérer, mais au moins je vous parle ici, je viens de voir les retombées de cette pression exercée par notre diplomatie. De la France. Oui, et que donc la pression exercée par la diplomatie congolaise, par certains partenaires aussi de l'Union européenne. Les retombées qui viennent à peine même de tomber même à l'instant même. Les sanctions ou les mesures prises par l'Union européenne contre le Rwanda. Vous avez la première mesure, c'est la suspension de la coopération militaire avec le Rwanda. Deuxième mesure, c'est la suspension sur la coopération, sur la coopération des minerais stratégiques. Donc, mais ces sanctions, ces mesures ne peuvent être prises que par l'unanimité. Donc, si ces mesures sont prises, la France fait partie, a fini par céder en prenant ces mesures contre le Rwanda. Et quelle chance donnez-vous à la démarche de la CENCO et ECC sur les sites politiques de la République démocratique du Congo? Bon, vous savez, je crois que nous avions suivi le porte-parole du gouvernement qui s'était prononcé là-dessus, qui avait évoqué que la CENCO, la SCC n'était pas mandatée par les chefs de l'État. Mais c'était une position qui était venue de Léopard. Bon, vous savez, ce sont des citoyens congolais. Quand les gens s'inscrivent dans une démarche de pouvoir essayer de consulter les Congolais de toute tendance pour les écouter par rapport à la situation sécuritaire, on ne peut pas les empêcher. Mais est-il que ces Congolais, aujourd'hui, vivent la situation sécuritaire du pays, si ils peuvent apporter des contributions d'une manière ou d'une autre, ils seront les bienvenus. Donc c'est dans ce sens-là que nous pouvons donc apercevoir cette démarche-là. Ce n'est pas une démarche pour pour la négociation. Négociation, on va négocier de quoi? Parler, oui. C'est la volonté de la CENCO. Oui, mais non, pas la volonté de la CENCO parce que la CENCO n'est pas une institution. Son souhait, je veux dire. Oui, leur souhait. Le souhait de la CENCO. Si leur souhait est celui de pouvoir mettre le peuple congolais autour d'une table, c'est de l'opposition et c'est du pouvoir, pour essayer de parler de la situation du pays, ça n'empêche pas. Mais à part ça, nous ne voyons pas une autre option. Qu'est-ce que cela? De vrai. Alors, parlons un peu de l'actualité qui reste encore dominante. Nous sommes toujours sur la situation sécuritaire de l'Est plutôt de la République, en réaction sur la résolution du Conseil de sécurité qui condamne aujourd'hui le Rwanda. Nous voyons la résolution prévoir la cessation immédiate des combats et de toute offensive de l'armée rwandaise et ces terroristes du AM23 AFC, le retrait sans délai et sans condition des troupes rwandaises sur le sol congolais dans le strict respect de la souveraineté de la RDC, le retour au processus politique de Luanda, Nairobi. C'est par rapport aux résolutions, après avoir participé au Conseil de sécurité des droits de l'homme. Je peux dire c'est quelque chose salué par le ministre de la Communication, Patrick Muyaya. D'après vous, étant cadre de l'UDPS, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Comme je venais de vous le dire, la résolution 2773 du Conseil de sécurité par rapport à la situation qui prévaut dans la partie orientale de notre pays est saluée par tous les Congolais. C'est-à-dire quoi? Et que, vous savez, notre pays traverse un moment crucial de l'histoire politique de notre pays et que, comme nous l'avons toujours dit, il est temps que la vérité soit connue. Aujourd'hui, cette résolution démontre à la face du monde que entre les mensonges du siècle, entre les crimes perpétrés contre le peuple congolais injustement par un pays agresseur, par un pays voisin, et que cette voix qui a été portée si haut par les chefs de l'État pour dire au monde, pour dénoncer ce qui se passe. Donc, la raison vient d'être donnée à notre président.
C'est-à-dire reconnaître également qu'il s'agit bel et bien d'une agression contre la RDC. Parce que là, si vous avez le monde entier, vous avez les 5 membres permanents du Conseil de sécurité et vous avez les 10 membres non permanents. Vous vous rappelez bien lorsque le président de la République était à Munich, et que quand il a posé la question sur la crédibilité des institutions africaines, notamment de l'Union africaine, vous connaissez ce qui a été sa réponse. Et là, il a démontré pour aller loin que il semblerait que ce sont des pays, c'était le pays africain qui bloquait à ce que cette résolution ne soit pas prise contre le Rwanda. Bon, de notre côté, nous n'avons pas croisé les bras. Nous avons continué à travailler, à faire la pression, et que jusqu'à ce que tout le monde tombe d'accord, jusqu'à ce que le monde entier tombe d'accord que réellement, il s'agit bel et bien d'une guerre d'agression injuste perpétrée par la République rwandaise contre notre pays. Et ceux-là qui doutaient de toutes les démarches faites par le président de la République, qu'est-ce que tu peux leur dire? Bon, l'histoire a toujours fini nous donner raison. Vous savez, l'UDPS a toujours mené un combat démocratique, un combat sans violence, un combat sans verser les sangs. Et que ceux qui doutaient, parce qu'aujourd'hui il y en a ceux qui continuent à douter, et ce qui est plus grave dans cette affaire est que vous avez des instances internationales, aussi régionales, qui défendent, qui reconnaissent qu'il y a une implication, il y a les troupes rwandaises sur le sol congolais. De l'autre côté, vous avez des Congolais, certains Congolais véreux, que je peux appeler ici, en perte de positionnement, qui pour eux, il faut à tout prix arriver au pouvoir, il faut à tout prix arriver aux institutions de la République en versant le sang de d'autres Congolais. Donc, ceux qui doutaient, c'est de leur droit, mais moi je crois que tout Congolais conscient, qui connaît l'histoire politique de notre pays, qui connaît les passés de notre pays, ne peut soutenir que les institutions légalement établies, ne peut soutenir que toutes les démarches qui ont été entreprises par son excellence Félix Antoine Tshisekedi depuis son accession à la magistrature suprême jusqu'à ce jour-ci. Et que les résultats aujourd'hui probants de toutes ces démarches qui ont été entreprises sont aujourd'hui palpables et personne n'est pas en douter. Donc il est de leur droit, mais il faut reconnaître, il faut être du côté de son pays. Je ne peux pas comprendre qu'un Congolais se mette à pouvoir voir le mal de son pays. En tout cas, moi, je n'arrive pas à comprendre. Alors, au regard de tout, au regard de toutes ces démarches, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la diplomatie d'hier et celle d'aujourd'hui? La diplomatie d'hier et celle d'aujourd'hui, il y a une très grande différence. Vous savez que hier, la sécurité de l'État, la défense, la sécurité, la diplomatie étaient laissées entre les mains des ennemis de la République, entre les adversaires. Quand je dis les ennemis de la République, il ne s'agit pas des Congolais qui étaient aux affaires hier. Il s'agit du système qui était mis en place. Donc, vous avez un système qui était infiltré à tous les niveaux, les systèmes sécuritaires du pays qui étaient infiltrés à tous les niveaux, la diplomatie qui était infiltrée à tous les niveaux. D'ailleurs, je m'en vais pour vous donner un exemple, un seul exemple. Vous ne me montrerez nulle part dans une instance internationale ce qui était hier au commandement de la République. Vous avez suivi les ministres qui étaient aux affaires hier défendre la cause de la République comme elle est défendue aujourd'hui. C'est-à-dire que tout était taillé, tout était fait sur mesure parce que l'ordre des Kigali était appliqué à 100%. Donc, il n'y avait pas moyen que la cause de la République soit défendue telle qu'elle est défendue aujourd'hui. Donc c'est ce qui fait qu'on ne peut pas avoir des résultats sur le terrain. Parce que la politique étrangère, la diplomatie du pays était dictée à distance. On ne pouvait pas. Qui pouvait parler de la question rwandaise dans une institution internationale? Qui pouvait parler du Rwanda? Qui pouvait parler de Paul Kagame, même dans ces pays en tant que criminel des grands chefs? Personne ne pouvait le dire. Personne ne pouvait oser de la faire. Donc, on ne pouvait pas, face à cela,
nous attendre à un résultat du moment où tout ce qui s'est fait sur l'ensemble du pays était dicté par comme lui-même. Rencontre Félix Tshisekedi avec l'Union sacrée vers un nouveau gouvernement. Oui, bon, en fait, vous savez, normalement, il doit y avoir l'évaluation après 3 mois. Parce que quand vous avez les membres du gouvernement qui sont au sein des institutions, qui sont au gouvernement, si nous pouvons évaluer chacun de ces membres du gouvernement, vous allez avoir des ministres qui ont vraiment travaillé, vous allez avoir les ministres qui n'ont presque rien fait. Bon, aussi, pas seulement ça, ce qui est plus frappant dans cette affaire, c'est qu'on ne voie pas, qu'on n'entende pas le va de certaines personnalités qui ont été régime de pouvoir. Et comment est-ce qu'il est possible que notre pays traverse ces moments aussi tellement difficiles? D'une part, vous avez le membre du gouvernement, en l'occurrence du VPM des transports, Jean-Pierre Mbemba Kombo, qui a mouillé les maillots, qui était au four et moulin, qui était sur les terrains, qui a fait la tournée de l'espace pour sensibiliser à ce que les jeunes puissent rejoindre l'armée pour défendre la mère patrie. De l'autre côté, vous avez certaines personnalités qui ne parlaient pas, qui ne s'exprimaient pas. Et bon, il était temps pour que le chef de l'État puisse avoir cette rencontre avec le membre du sacré. Maintenant, si vous avez suivi, il n'a pas caché son mécontentement par rapport à cela. Il l'a avoué ouvertement. Nous pouvons dire que certains membres alors sont des hypocrites. Oh, oui, bien sûr que oui. Vous savez les opportunistes. Parce que vous allez remarquer qu'à chaque fois que le gouvernement doit être formé, les gens ont toujours tendance à pouvoir taper sur leur propre politique pour peser, avoir plus de ministères, avoir plus de postes au sein de l'administration publique. Mais du moment où notre pays est agressé, comment ils ne parlent pas, comment ils ne défendent pas la cause de notre pays que quand ils défendent leurs propres intérêts? C'est que ça nous donne l'idée de croire que les gens sont disposés à basculer à tout moment, à tout le régime qui arrive, au nom de sauvegarder leurs propres intérêts personnels que de défendre notre propre pays. Donc, le gouvernement d'union nationale, moi je suis totalement d'accord avec cela. D'abord, moi je souhaiterais d'ailleurs que dans ce gouvernement d'union nationale, que le chef de l'État veille d'abord sur cet aspect de la réduction du taille du gouvernement. Parce que la taille du gouvernement est vraiment éléphantesque. Et que vous-même vous avez vu les résultats. Exactement. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre que nous puissions être dans un pays en crise et un pays qui a énormément besoin de moyens qui doivent être versés dans ce système de la défense de notre pays, que le gouvernement se mette à dépenser autant de millions pour payer des gens qui sont en fonction et qui n'arrivent pas à produire des états. Donc, nous devons premièrement voir cette question, la réduction du taille du gouvernement. Il faut que nous ayons un gouvernement les plus réduits possible. À part ça, les réductions des trains de vie des institutions, notamment le gouvernement. Si supposons que le ministre a touché par exemple $3 000, on peut diviser cela par 2. Il peut toucher $1 500 parce que nous sommes un pays en crise, nous sommes un pays qui est confronté à une crise sécuritaire qui demande beaucoup de moyens. Donc, le gouvernement d'union nationale, je suis 100% d'accord avec les gens. Mais si maintenant changer de gouvernement par rapport à la situation sécuritaire que nous avons, cela ne causera pas du tort. Parce qu'il faudra encore le frais de fonctionnement de ce nouveau membre, vu que la situation est tellement tendue au pays. Bon, là, on parle du changement de gouvernement lorsque le Premier ministre tombe. Parce que quand le Premier ministre tombe aussi. Voilà, si le Premier ministre tombe, tous les membres du gouvernement sont réputés démissionnaires. Mais ici, on parle du remaniement. Quand on parle du remaniement, même de le remaniement, le Premier ministre peut tomber. C'est faisable. Dans les remaniements, parce que ça, c'est lorsque le Premier ministre tombe, là, c'est le changement de gouvernement. Parce que lorsque le Premier ministre tombe, c'est tout le gouvernement qui tombe. Donc, tous les ministres sont réputés démissionnaires. Mais les remaniements, quand on remanie le gouvernement, le Premier ministre ne tombe pas. Mais, parce que comment
peut-on remanier le gouvernement en même temps en faisant tomber le Premier ministre? Non, il peut tomber. Bon, c'est ce que je dis. Donc, si, lorsque le Premier ministre tombe, là, c'est le changement du gouvernement. Donc, le gouvernement, tous les membres du gouvernement sont réputés démissionnaires. Mais ici, moi, je crois que le chef de l'État va procéder au remaniement au sein du gouvernement. Et que, quand il va procéder au remaniement au sein du gouvernement, ça ne pose aucun problème. Même si aujourd'hui, le chef de l'État procédait par les changements de tout le gouvernement. Et il est dans son droit légal qui est consacré par la Constitution. Donc cela ne veut pas impacter les pays par rapport à la crise sécuritaire dans la partie de notre pays. Donc, les changements ou les remaniements du gouvernement, cela n'aura aucune conséquence sur la crise sécuritaire que le pays est en train de traverser. Je rappelle que c'est votre émission Opinion sur la radio-télévision La Vérité qui Libère, qui a reçu aujourd'hui M. Abraham Mankato, cadre de l'UDPS Tshisekedi. Alors, poursuivons. Crise sécuritaire à l'Est de la République. L'ex-président de la République, Joseph Kabila Kabange, accuse le président Félix Tshisekedi d'être à la base de cette crise pour ne pas avoir respecté l'accord AFCC. Oui, vous savez, je répète toujours que l'histoire a toujours raison. Parce que vous rappelez chaque fois, je crois que c'est des reprises, le chef de l'État l'a souligné quand il était en Allemagne. Il a dit en 2024 que l'AFC c'est Kabila. Donc l'homme le plus informé, le premier citoyen congolais le plus informé sur ce qui se passe dans l'ensemble du pays, malheureusement il a toujours été mal compris. Le pays ne peut pas être géré par les accords, le pays est géré par la Constitution de la République. Mais est-ce que son Excellence, Monsieur le Président, a été le premier à pouvoir rejeter, à pouvoir briser les accords qui ont été signés entre le CCK? Non. Mais quand vous avez le ministre, vous êtes dans un gouvernement de coalition, vous avez les lieutenants qui menacent, qui disent nous allons incendier, nous allons mettre le feu à sang et à fait. C'est Kabila qui dirige. Dans tous les pays du monde, un chef d'État qui a signé un accord, parce que nous devons en parler. Mais est-ce que notre pays est le premier qui a signé, vous avez un chef d'État qui a été élu, qui n'a pas eu de majorité parlementaire, et que vous avez de l'autre côté le patron ou l'autorité morale ou le chef d'un gouvernement politique? Je peux vous donner plusieurs exemples. Aujourd'hui, c'est la France. Nous sommes en France avec Macron, qui est le président qui n'a pas obtenu une majorité parlementaire. Et que, au lieu de cela, il y a eu même la dissolution de l'Assemblée nationale en France. Vous avez en Israël, pas actuellement, parce qu'il était envoyé une majorité au Parlement. Je crois que c'est quand il a perdu la majorité au Parlement, c'est ce même qui avait précipité son départ en tant que Premier ministre. Donc, vous avez un président qui a été élu, qui n'a pas eu de majorité, qui a accepté de signer des accords pour avoir une coalition gouvernementale. En même temps, vous avez les gens qui profèrent des menaces, qui disent que c'est Kabila qui dirige, qui menace le pays, qui bloque que le pays ne puisse pas avancer. Donc il était temps par nous étions les premiers à pouvoir réclamer la fin de ces menaces entre qui se cachent pour permettre le pays de pouvoir se développer. Bon, en fait, le silence du président honoraire Joseph Kabila, je crois que nous n'avions jamais cessé de dire. Bon, il y avait certains de ces Congolais qui pensaient que non, bon, Kabila c'était mythe, c'est silence mythologique. Tout ça, bon, c'est pas ce que nous pensions. Parce que comment pouvez-vous imaginer que vous avez eu à diriger le pays? Votre pays est attaqué, est agressé. Vous avez les femmes qui sont violées, vous avez les enfants qui sont massacrés. Toutes ces atrocités qui se commettent à cause d'aujourd'hui. Mais vous ne dites aucun mot de compassion, aucun message pour votre pays. Mais quand il ouvre la bouche pour parler, c'est dire que le 23, c'est la situation du peuple congolais.
l'homme 23 n'est pas un groupe anarchiste comme il est taxé par Kinshasa. C'est un mouvement qui revendique les droits. Ces revendications doivent être écoutées, tout ça. Bon, si tel est le cas, pourquoi alors il a combattu le M23? Parce qu'on dit qu'il a défini le M23 en 2013. Comment peut-on combattre un mouvement? Comment on peut défaire un mouvement en 2013 et qu'aujourd'hui, revenir sur la même situation? C'est passé la combattre derrière cette situation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je crois que l'histoire a fini par nous donner raison, c'est lui-même aujourd'hui et que tout Congolais conscient qui a compris que l'État a dit que Kabila, c'est répondant à cette opposition qui s'est décidé de prendre les armes. Cette opposition qui a refusé d'aller aux élections, mais qui a préféré de prendre les armes contre la République. Comment peut-on défendre les gens qui commettent les crimes, les gens qui volent les femmes? Comment peut-on défendre les gens aujourd'hui qui occupent de grandes parties du territoire national? Aucun message de compassion, aucun message de paix, aucun message de soutien. Il est resté dans son silence calme. Et il est resté silencieux, et quand il sort de son silence, c'est pour soutenir ce mouvement terroriste. Donc aujourd'hui, le chef de l'État, le premier citoyen congolais à être informé, il ne le disait pas pour le dire. Kabila, c'est le patron de l'AFC de Nanga. Et que d'ailleurs, si vous avez suivi Nanga, quelles sont les raisons qui lui ont poussé à prendre les armes, les soi-disant raisons? Il évoque l'accord de Tshisekedi. Est-ce que Nanga était-il un acteur politique pour revendiquer l'applicabilité de cet accord? Nanga fut le président de la CENI. D'ailleurs, son statut en tant qu'ancien président de la CENI ne lui permet pas de prendre certaines positions sur certaines matières, notamment politiques. Mais il a revendiqué la cessation de l'applicabilité de l'accord FCCH, et violation, constitution, tout ce que vous connaissez, et que ce sont ces raisons-là qui l'ont poussé de prendre les armes. Parce que c'est celui qui soi-disant, c'est lui qui a fabriqué l'actuel chef de l'État et que les gens sont droit de devoir le faire. Un appel aux sanctions dissuasives contre le Rwanda, c'est l'appel lancé par la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, à la 58e session, à l'ouverture de la 58e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ce lundi à Genève. C'est ce que je viens de vous dire, que de notre côté, nous ne nous croisons pas les bras. Il y a la résolution 2773 qui est prise contre le Rwanda. Aujourd'hui, il y a les mesures du Conseil européen qui viennent de tomber. Bon, pour nous, la bataille n'est pas encore finie. Il faut aller plus loin que cela, parce qu'aujourd'hui, je crois que même aujourd'hui, le progrès général de la Cour pénale internationale va arriver à Kinshasa pour essayer de documenter ensemble avec les différentes missions, missions des Nations Unies, les différentes organisations étatiques et non étatiques, de tous les crimes qui se commettent jusqu'aujourd'hui à Goma, et que ces crimes doivent être documentés. Bon, je peux dire que les sanctions doivent être prises contre le Rwanda. Les sanctions doivent être prises contre le Rwanda, malgré cette résolution, malgré la suspension de la coopération militaire entre l'Union européenne et le Rwanda, et la suspension de l'accord bilatéral sur les stratégiques entre le Rwanda et l'Union européenne. Pour nous, la bataille n'est pas totalement emportée. Donc, nous continuerons toujours à réclamer des mesures très fortes, des sanctions, jusqu'à ce que des personnalités qui sont impliquées du M23, tout comme de l'armée rwandaise, tout comme des personnalités politiques rwandaises, qui sont impliquées dans ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, soient sanctionnées par les instances internationales. Comment prévoyez-vous la session du Conseil européen qui est ouverte ce lundi 24 février? La session du Conseil européen qui est ouverte aujourd'hui, je crois c'est suite à la demande du Parlement européen. Vous avez suivi que le Congo n'est pas seul, le Congo a des gens, le Congo a des amis, le Congo il y a les humains qui comprennent que ce qui se passe dans notre pays est inacceptable. On ne peut pas continuer à laisser les atrocités, les crimes de guerre qui tentent de se commettre sur le Congolais, les massacres à Sinovel. Nous avons suivi les images à Goma, où vous avez les éléments du M23
de l'armée rwandaise entraîné pour chasser les jeunes gens, les recrutant par force. Et tout celui qui refuse de rejoindre il est directement abattu sur place. Donc, c'est sur base de cela que le monde a compris qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se commettre au Congo est totalement grave. Donc, le président rwandais a eu à confondre les époques. Les époques, c'est entre 1997 et 2025. C'est-à-dire que vous avez suivi maintenant les consorts qui disaient que non, notre objectif, c'est d'arriver jusqu'à Kinshasa. Parce qu'ils n'ont pas eu à faire cette différence pour comprendre que en 1997, les Congolais ne connaissaient même pas ce que c'est les Rwandais. Les Rwandais se comportent comment les Rwandais agissent. Lorsque les Rwandais sont entrés dans notre pays, l'histoire révèle que c'était les Canadiens, c'était les génocides. Que les Congolais ayant cela en esprit, que vous regardez ce que les Rwandais nous ont fait quand ils sont entrés dans notre pays en 1997. Mais ces conglomérats d'aventuriers, d'opportunistes qui ont pensé que nous allions laisser baisser les bras en les laissant traverser la ville province de Kinshasa, et que comme ça, c'était une rêverie. Donc aujourd'hui, tous les Congolais de tous bords se sont levés à travers le monde pour dire non à cette aventure, et que le monde était obligé de pouvoir comprendre et imposer des sanctions contre les agresseurs rwandais. Pour vous, quelle sera votre lecture pour résoudre la crise sécuritaire à l'Est de la République? Faudrait-il passer par l'option militaire ou bien la diplomatie? En fait, il y a toutes les options sur la table. Notre armée s'est battue. Parce que c'est pour la première fois. Vous savez, lorsque l'M23 est entré à Goma en 2012, 2013, l'armée ne s'est pas battue. Parce qu'on peut aujourd'hui dire acquiser l'armée. Mais bien que, si vous vous souvenez bien, vous allez voir que la plupart des officiers militaires qui font des défections pour rejoindre l'M23, rejoindre l'armée rwandaise, ce sont des officiers qui sont ici des brassages et des missages. On a pris les éléments du M23, des criminels de guerre, on les a brassés dans l'armée, on les a mixés au sein du système sécuritaire du pays. Et qu'aujourd'hui, comme même chose, quand ils ont été mixés lors des accords de RCD Goma, et qu'ils se retrouvent au sein de l'armée, ils créent une mutinerie, et puis au sein de cette armée, ils créent une rébellion. Un an après ou 2 ans après, c'est Goma qui tombe. Ils sont entrés à Goma, comme s'ils faisaient une marche de santé. Mais la récente entrée à Goma, ça saignait, notre armée s'était battue. Et que jusqu'à ce que les criminels rwandais s'est permis d'envoyer plus de 10 000 d'armes. Et que comme l'armée régulière qui était sur place, et que toutes les voies des ravitaillements étaient coupées, qu'on ne pouvait plus être ravitaillé, voilà pourquoi le Goma est tombé. Donc c'est-à-dire que l'opposition militaire, nous sommes toujours là parce que c'est pour la toute première fois que vous avez une armée qu'aujourd'hui qui a un budget de plus de 1,5 milliard consacré à la défense, alors que hier c'était 350 400 millions. C'est récemment ça. Oui, mais non, mais c'est depuis, il y a comment cette loi, j'ai même oublié, sur la défense, cette loi qui a eu à permettre à ce que les budgets consacrés à la défense puissent être doublés ou même quadruplés même. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir de meilleurs équipements sur le plan international. Bon, c'est pas comme les dialogues. Vous avez suivi les chefs de l'État. Parce que lorsque nous disons que nous ne pouvons pas parler de dialogue, c'est par rapport à cela. Nous ne pouvons pas dialoguer avec des pantins. Nous ne pouvons pas dialoguer avec les gens qui ne représentent rien. Parce que le M23 n'existe pas. C'est bel et bien les Rwandais qui existent. Les chefs de l'État disent bien. Les pantins ne disent jamais leurs problèmes. Ils disent ce que leur maître leur dit de dire. C'est ce qu'ils disent. Oui, dialoguer, mais dialoguer avec qui? Dialoguer avec les Rwandais. Vous lui demandez pourquoi est-ce qu'il est sur le sol congolais. Pas dialoguer avec les gens qui ne représentent rien, qu'au convoi vous demandez de brasser et mixer au sein du système sécuritaire du pays. Donc, toutes les voies sont privilégiées. Toutes les voies sont privilégiées. Un mot pour terminer. Qu'est-ce que vous pouvez dire que nous n'avons pas abordé sur ce plateau d'opinion?
Bon. Cela sera votre mot. Merci, madame. Je crois que toutes les questions ont été abordées. Je crois tout simplement que tous les Congolais doivent être réunis. Moi, je paie la dignité des Congolais, pour les Congolais qui aiment ces pays, pour les Congolais qui aiment voir ces pays être en paix. Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas voir le développement. Sans la paix, il est impossible de parler des avancées. Sans la paix, en tout cas, il ne peut rien avoir dans notre pays. Donc, ce que je peux dire en conclusion est que nous continuons toujours à réclamer des sanctions très fortes, des mesures très fortes contre le Rwanda, jusqu'à ce que le Rwanda comprenne que le Congo d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Le Congo d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier dans lequel il pouvait venir exploiter, piller, assassiner, et ressortir comme si de rien n'était. Le Congo d'aujourd'hui, c'est un Congo qui est dirigé par un compatriote qui s'est décidé de porter la voix du Congo pour que la cause juste soit entendue. Donc, c'est ce que je peux donner comme message en définitif. Merci beaucoup, M. Abraham Gandou. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS, président. Le président d'une cellule des anciens combattants. Président d'une cellule des anciens combattants de Exactement. Merci à vos fidèles d'opinion sur la radio-télévision La Vérité qui Libère. Si l'émission vous a plu, appelez-nous pour votre tour. Nous sommes très disponibles pour vous recevoir. Merci de votre sympathie, attention. Merci à toute l'équipe technique. On se voit prochainement.